Bonjour à vous. Alors, une vidéo sur l'éducation à la créativité pour faire face aux défis à venir. Alors, je vais commencer par des citations de Ken Robinson, un pédagogue anglais, qui nous dit que la créativité est aussi cruciale que l'alphabétisation et nous devrions la considérer avec autant d'attention. Il nous dit aussi nous ne devrions pas endormir les enfants mais les éveiller, réveiller ce qu'il y a en eux. Alors il dit ça parce qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet de la créativité. Pour aller voir d'ailleurs la vidéo sur TED Talk, l'école tue la créativité, il explique ce qui se passe au niveau éducatif. Et il a fait un test. Il a fait le test du trombone avec 1500 enfants, où il leur a demandé d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec un trombone d'autres usages. Et, euh, et en fait, avec des enfants de 3-5 ans, on pouvait les considérer comme des génies en créativité parce qu'ils imaginaient plus de 200 usages différents du trombone, alors qu'après, pour ces mêmes enfants à 8-10 ans, on descendait à 30%, puis à 12% et enfin avec des adultes à 2%. Donc ce test a été fait plusieurs fois dans différents domaines et on constate que la créativité paraît quelque chose d'assez naturel pour beaucoup d'enfants et que petit à petit, cette créativité disparaît. Alors Ken Robinson, lui, il a repensé l'éducation et l'école en imaginant développer des capacités, des aptitudes essentielles. Et il a mis évidemment la créativité au cœur du processus, mais aussi la curiosité, la pensée critique, la communication, la collaboration, la compassion, la sérénité et le civisme, sachant que les uns vont nourrir les autres. Alors la créativité, pourquoi faire? Alors, je vous propose trois niveaux déjà pour soi, pour s'adapter aux changements à venir, développer la résilience, créer peut-être son métier et trouver son pouvoir d'agir. Pour sa communauté, développer une intelligence coopérative, co-construire des projets innovants. Et pour co-construire, il faut de la créativité. Et pour son territoire, utiliser autrement les énergies, les matières, les ressources, repenser le territoire à sa gouvernance et imaginer toutes les problématiques environnementales. On a grandement besoin de créativité pour repenser cet avenir. Sans créativité, si on n'est que des techniciens, ce sera très difficile. Et puis dans la créativité, dans notre travail, euh, on part du principe, on a souvent un travail où il doit y avoir la créativité, mais on part du principe que ça doit être spontané, naturel, mais c'est pas si évident. Je prends l'exemple de la firme Google qui elle, va surtout embaucher des créatifs, hein. Elle fait la chasse, elle a des chasseurs de tête qui cherchent les plus grands créatifs parce que pour eux, c'est essentiel pour développer tout ce qui est innovation, comme beaucoup de startups. Et 80% du temps est accordé à un travail classique, mais il laisse librement 20% du temps à ses employés pour faire ce qu'ils ont envie. Personnel, quelque chose qui les passionne. Et en fait, dans cet espace de liberté, eh bien, une grande partie des projets de Google ont émergé. Donc il y a cet espace de liberté, et là je vous montre la loi de Pareto. C'est un sociologue et économiste italien qui nous disait qu'en fait, il y a une réflexion où 20% de ce qu'on fait comme travail va donner 80% de résultats, et qu'en gros il y a 80% dans notre travail qui ne donnera que 20%. Il y a une proportion comme ça. Donc se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important dans l'espace de travail qui fait émerger vraiment des résultats. Donc on fait beaucoup de tâches techniques qui ne déploient pas de créativité. Là, je vous propose un jeu que vous connaissez peut-être. On a 9 points et l'idée, c'est de réaliser 4 lignes droites sans relever le crayon. Imaginez, vous prenez une feuille, un papier, vous faites ces 9 points et 4 lignes droites sans relever le crayon qui doit passer par ces 9 points. Ça, vous verrez, c'est pour penser autrement ou c'est pour parler de la pensée divergente qui est importante en créativité. Donc si vous voulez tester le jeu, si vous ne le connaissez pas, mettez sur pause, essayez. Mais il n'y a pas d'astuce, on plie la feuille. C'est 4 lignes droites sans relever le crayon et on passe par les 9 points. Ok, alors je vais passer à la solution. Et la solution, elle existe, même si on a du mal à trouver. Voilà, on a 4 lignes droites et on passe par les 9 points.
Sauf que il faut sortir du cadre. On a tendance à tourner dès qu'on arrive sur un point. Et en fait, ça nous fait parler de la pensée divergente, qui nous emmène à la créativité, c'est-à-dire sortir du cadre, penser autrement. Souvent, ce qui nous empêche d'être créatifs, c'est d'être conditionné par beaucoup de choses. Donc la pensée divergente, on est plus sur de l'imagination, de la spontanéité, une subjectivité, un travail sur l'intuition, et on sort de la logique et du technique. Et on a plutôt été conditionné à l'école et à la maison pour être dans quelque chose de bien normatif. On a des idées reçues sur la créativité. On pense que c'est dans le monde artistique et seulement dans le monde artistique que c'est pour les artistes. Et pas du tout, la créativité, on la trouve dans plein de domaines. On dit qu'on l'a ou qu'on l'a pas, c'est inné, t'as de la chance, tu es créatif. Pas du tout, hein, le test que je vous ai montré sur le trombone au début dit qu'on est tous créatifs et que ça diminue avec le temps. La créativité, c'est pour se divertir, pourquoi pas, mais on la trouve dans le monde professionnel et c'est important pour la résolution de problèmes et pour penser l'avenir. La créativité, ça se fait tout seul, ça se travaille pas. Bien si. Plus on pense la créativité, plus on la travaille, plus on la déploie. Donc c'est pas tout simplement comme ça tombe du ciel. Ça se travaille aussi. La créativité, c'est pas concret. Ben si, ça peut donner des choses très concrètes. D'ailleurs, tout ce qu'on a autour de nous est issu de créativité, de gens qui ont imaginé et qui ont créé des choses. Donc ça peut donner des choses très concrètes. La créativité, c'est avoir beaucoup d'idées et d'imagination. Oui et non. Pourquoi pas, mais c'est pas en déployant plein d'imagination qu'on est obligatoirement créatif. Hein, on peut avoir quelques idées et on peut être très créatif avec ces quelques idées. Et certains ont beaucoup d'imagination d'idées mais n'arrivent pas à rendre concret et à être créatif. Et puis la créativité, c'est éliminer toutes les contraintes. C'est ce qu'on pense? Ben non, justement, c'est l'inverse. La créativité naît des contraintes, quand quelque chose qui nous perturbe. Ben, en allant au-delà, on crée du nouveau. Comme dans la nature, les principes du vivant font ça, c'est face à des contraintes environnementales que les nouvelles espèces apparaissent. Sinon, on aurait toujours les mêmes espèces depuis des millions d'années. Alors là, je vais vous parler de différentes étapes de la créativité et je reprends le symbole du papillon. Alors là, on a un cercle, mais c'est plutôt une spirale parce que les œufs viennent pas du même papillon qui a pondu ses œufs, évidemment. Ça donne donc les œufs, la chenille, la chrysalide et le papillon, ça nous donne des exemples d'étapes pour penser la créativité globalement. Alors l'œuf, on va dire que c'est l'idée, l'intention, l'envie. On est face à une problématique et on pense. On a une idée qu'on veut développer, mais on ne sait pas encore comment. Ensuite, la chenille, c'est l'inspiration. Donc, quand on a l'idée, après, il faut se nourrir, il faut aller voir ailleurs, il faut faire grandir son idée, il faut découvrir de nouvelles façons de penser, aller s'enrichir à droite et à gauche pour avancer. Et puis, au bout d'un moment, la chrysalide, c'est la maturation. C'est poser les choses, laisser reposer, prendre du recul, quelquefois laisser un moment pour que puisse, après, vraiment naître l'acte de créativité qui sera évidemment notre papillon, qui est la mise en œuvre, où là on pourra rendre concret, agir et déployer vraiment son projet. On peut aussi s'inspirer du vivant. Là je vous donne quelques exemples du vivant où on voit que le vivant est créatif, hein, et que tout ce qui s'est déployé, c'est vraiment avec une profonde créativité. Premier exemple, c'est détourner des fonctionnalités. C'est-à-dire que le vivant, il détourne des choses qui servaient à autre chose. Exemple, si je garde l'idée du papillon, le fil qui sert à tisser un cocon peut servir de fil pour s'échapper. On voit une petite chenille en haut à droite, elle se laisse tomber avec un fil. Donc c'est ce même fil qui sert à autre chose. Additionner les intérêts, c'est-à-dire que par exemple les ailes de papillon qui servent à la base pour voler, mais peuvent servir à attirer ou à effrayer, ou même à se camoufler. Si vous regardez l'image en bas à droite, ce n'est pas une feuille, c'est un papillon qui vraiment ressemble beaucoup à une feuille. C'est réduire l'écho énergétique. La nature, le vivant cherche à réduire l'écho, est très créatif là-dessus. Un papillon peut apprendre aussi à planer pour réduire son vol. Il peut hiberner aussi. Il y a plein de techniques pour réduire son coût énergétique dans toutes les espèces. C'est explorer une diversité de possibles. C'est pas un seul essai, c'est des milliers de formes. D'ailleurs, les papillons, il y en a plus de 250 000 espèces. C'est optimiser la communication entre eux ou avec d'autres espèces. Il faut savoir que
Le grand pan de nuit qu'on voit en bas à gauche, lui, le mâle peut capter l'odeur de la femelle à plus de 4 km. Donc il y a des techniques comme ça de communication assez extraordinaires. Et puis c'est coopérer avec d'autres vivants. Les papillons coopèrent avec les fleurs, avec d'autres insectes, par des chimies, par des sons, par plein de choses. Et puis c'est aussi fabriquer des ressources pour d'autres. En fait, ce qui est déchet pour les uns sont ressources pour les autres. Pour le papillon, toutes ces crottes de chenilles qui tombent des arbres au printemps va servir de terreau. Et l'abondance des chenilles créées va aussi nourrir les oiseaux. Donc on a Donald Winnicott qui nous dit aussi qui nous donne une autre dimension, qui nous dit c'est en jouant, et seulement en jouant, que l'individu, enfant ou adulte, est capable de se montrer créatif et d'utiliser sa personnalité tout entière. Donc c'est un pédiatre et psychanalyste britannique qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui nous dit que c'est par le jeu, avec une notion de liberté, que la créativité se déploie. Et je rajouterais que le meilleur endroit pour développer la créativité, c'est un lieu diversifié, non conditionné, en perpétuelle évolution, et c'est la nature. Et là, c'est vraiment un espace où on peut vraiment être créatif, parce que quelle méthode, quelle façon pour créer, hein, il existe plein de façons de faire, mais d'avoir des enfants dehors, en train de faire des jeux libres, des cabanes, c'est un monde fabuleux pour créer la cabane, les grands jeux collectifs où on partage, où on doit innover, on doit créer des nouvelles histoires, recréer des mondes, ça c'est extraordinaire pour déployer la créativité, tout ce qui est exploration, tout ce qui est art et nature. Là, je vous ai mis une image de la guerre des boutons où on les voit créer des cabanes et s'inventer des histoires. On voit que cet espace du dehors est vraiment prolifique pour développer la créativité. Et puis pour finir, je dirais que la créativité, chacun a sa façon, avec ses propres talents. Il n'y a pas une technique, une méthode. On en aura énormément besoin de cette créativité pour déployer le champ des nouveaux possibles. Vu toutes les problématiques qu'on rencontre et qu'on va rencontrer, si on n'est que des techniciens, ça va être un peu compliqué. Des créativités, là je vous en ai cité quelques-unes, mais il y en a plein de sortes. Ça dépend des compétences en fait de chacun. Chacun a sa façon de déployer sa créativité. Voilà, eh bien je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.